Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1 et en ce week-end unique de Grand Prix de Monaco, on va faire un petit bilan sur le début de saison et voir en quoi ce week-end peut représenter un tournant pour certains. Monaco est le plus particulier des Grands Prix. Aucune course, aucun week-end ne ressemble à ce qui va se passer cette semaine dans les rues de la Principauté. C'est une course unique où il est extrêmement difficile de dépasser et où il faut être parfait tout le long du week-end. D'autant que cette année pourrait venir s'ajouter l'inconnu de la pluie qui pour l'instant est annoncé pour la course. Auquel cas ça peut clairement être une opportunité de faire un week-end de fou et soit pour certains qui ont eu un début de saison compliqué de complètement renverser la tendance, de faire effacer les 6 premiers Grands Prix de cette saison ou bien pour d'autres de confirmer leur bonne lancée et de vraiment se mettre en confiance pour rentrer au maximum dans cette saison 2022. Ce week-end c'est avant tout l'occasion pour des pilotes et des écuries en difficulté de saisir leur chance et il est bizarre d'assimiler Ferrari à écurie en difficulté quand on voit la bonne surprise qu'ils nous ont révélée en ce début de saison, mais j'ai choisi de commencer en parlant d'eux parce que bien sûr les deux pilotes, vous allez voir que faire un bon résultat ce week-end est un enjeu très important. Déjà Carlos Sainz, on le sait, a eu de très grosses difficultés depuis le début de saison, il en est à 4 crashs sur 4 week-ends différents. Clairement, il y a eu de grosses difficultés pour le pilote espagnol en ce début d'année et c'est le moment pour lui de tout faire oublier. Une victoire à Monaco, on se relance au championnat, on se rapproche des leaders. Tout peut changer d'un coup. Pour ce qui est de Charles Leclerc, la série est bien plus longue. On parle vraiment d'une série noire pour le monégasque à Monaco. En 2017, en Formule 2, il a abandonné les deux courses. Il a abandonné en F1 en 2018-2019. Il n'a pas même pris le départ en 2021 et a abandonné lors d'une course au Grand Prix historique, plutôt lors d'une démonstration au Grand Prix historique au volant de la Ferrari Niki Lauda. Il a cassé la monoplace à cause d'un problème de frein. Donc clairement, la malchance de Charles Leclerc à Monaco, ça n'en finit plus. Pour lui, il est l'occasion d'inverser une tendance très longue et de s'imposer pour la première fois en principauté. Et ce serait vraiment le signe d'un Charles Leclerc qui a pris une autre dimension et qui est désormais donc capable de se battre pour le championnat. Ensuite, Lewis Hamilton, lui, a subi les nombreuses difficultés que Mercedes a rencontrées depuis le début de saison et n'a pas pu profiter des améliorations apportées en Espagne, tout simplement parce qu'il a eu cet accrochage au 4e virage qui l'a fait crever avec Kevin Magnussen. Donc clairement pour Lewis Hamilton, c'est le moment de faire son retour sur le podium. Il y est apparu une première fois à Bahreïn cette saison, mais c'était suite à l'abandon des deux Red Bull, etc. Il est temps vraiment d'y être en termes de rythme pur. A noter que Lewis Hamilton, c'est celui qui a gagné les 2 dernières éditions du Grand Prix de Monaco sous la pluie en 2016 et en 2008. Derrière, Daniel Ricciardo est en difficulté depuis même qu'il est arrivé chez McLaren. J'ai décidé de le caler là, même si c'est vraiment compliqué de le voir inverser la tendance ce week-end à Monaco tant il avait souffert l'année dernière. Mais voilà, Ricciardo adore Monaco, il y a une magie avec ce circuit et le pilote australien, il s'y est imposé en 2018, il a quand même souvent eu un très bon rythme. Donc on va surveiller Ricciardo comme toujours à Monaco, même si c'est vraiment difficile de le voir inverser la tendance ce week-end. En revanche, dans le milieu de peloton, il y a 2 pilotes où on peut peut-être un peu plus y croire. Déjà, Fernando Alonso, le malchanceux du début de saison, il n'a inscrit que 4 points au championnat des pilotes, alors que pourtant l'Alpine a quand même un bon potentiel. Donc clairement pour Fernando Alonso, on sait qu'il est rapide, il faut juste pas qu'il y ait de problème et il pourrait inscrire de très beaux points ce week-end à Monaco. Et l'autre pilote dont je voulais vous parler, c'est Pierre Gasly. Le Français est sur le pire début de saison de sa carrière avec seulement 6 points inscrits. Le pire jusqu'ici, c'était en 2020 avec 14 points marqués au bout de 6 Grands Prix. Même si en 2020, il y avait eu très rapidement après une victoire à Monza. Quand je vous parle d'inverser la tendance, ce sera peut-être pas une victoire à Monaco, mais si Pierre Gasly fait son retour, aller dans le top 8, déjà on pourra parler d'une performance rassurante et qui va remettre en selle le Français, lequel est quand même battu par son coéquipier Yuki Tsunoda en ce début de saison, ce qui est pour lui vraiment une nouveauté. Et enfin, on peut parler des pilotes et des écuries qui ont eu beaucoup plus de mal en ce début de saison, qui sont un petit peu au fond. En termes de pilotes, on a Mick Schumacher qui doit toujours inscrire ce premier point. C'est devenu primordial, il devait l'inscrire à Miami. Puis il est parti à la faute, ou plutôt il s'est accroché avec Sébastien Vettel, accident dont il était responsable. Derrière, en Espagne, pas de rythme en course pour la Haas. Donc clairement, il va falloir que ces premiers points arrivent le plus vite possible. Monaco est un très bon endroit pour le faire. Du côté de Guan Yu Zhou, il faut aussi contrer une malédiction. Il a abandonné sur problème mécanique en Espagne à Miami. Il a eu honnêtement des galères alors que son début de saison et son approche en termes d'apprentissage est plutôt intéressante. Ça se passait plutôt bien, des points dès la première course.
il n'est pas du tout ridicule comme cela avait été annoncé. Maintenant, voilà, il va quand même falloir step up et marquer des points ce week-end. Et enfin, les deux autres écuries pour lesquelles j'ai envie d'avoir un petit espoir sur les circonstances particulières de Monaco, même si à la base, c'est les deux qui ont aussi le moins bon châssis, ce sont Aston Martin et Williams. Très 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 compliqué de les voir inscrire le moindre point ce week-end. En revanche, s'ils le font, ça pourrait être un tournant dans leur saison. On se souvient l'année dernière que Sébastien Vettel n'avait inscrit aucun point jusqu'à Monaco, où il termine quand même 5ème, et à la course d'après, il fait podium à Bakou. Donc voilà, quand je vous parle d'inverser la tendance, c'est vraiment ce déclic, ce petit truc qui va tout changer et qui va vous lancer sur cette saison. Quoi de mieux que Monaco pour le faire, un circuit où clairement tout est possible. Il va en tout cas falloir surveiller avec attention tous ceux qui ont eu du mal et tous ceux que je viens de noter ici, parce que ils sont un petit peu sur une forme de liste noire en début de saison, ceux qui galèrent, qu'ils vont espérer quitter au plus vite. A l'inverse, il ne faut surtout pas que le doute s'installe chez l'autre moitié, donc chez ceux pour qui le début de saison se passe bien, pour qui il y a franchement de quoi être confiant, de quoi être rassuré après ce qu'on a vu en ce début d'année. Et c'est l'occasion vraiment de se mettre en confiance. Un bon résultat à Monaco, bon, forcément une victoire, un podium, c'est le summum, mais ne serait-ce que des petits points pour un pilote qui a eu un début de saison plutôt correct, ça peut vraiment vous mettre en confiance, parce que si vous êtes capable d'aller chercher des points à Monaco, c'est quand même que vous avez déjà un certain niveau en termes de pilote, vous savez résister à la pression, vous savez tenir pendant une course qui est très très longue. Donc clairement, ça peut être un très bon signe et un moteur et vous donner de la confiance pour toute cette saison. On va donc forcément surveiller les Red Bull qui là sont sur un petit nuage depuis 3 Grands Prix, 3 victoires consécutives pour Max Verstappen. À chaque fois que le néerlandais est arrivé au bout du Grand Prix, il l'a remporté cette saison et ils sont sur 2 doublés en 3 courses également. Donc clairement, pour Red Bull, il faut poursuivre sur cette bonne tendance et essayer une fois de plus de battre Ferrari ce week-end à Monaco. Ensuite, celui qui a subi les difficultés de son équipe mais qui a été excellent en ce début de saison et qui surtout a commencé à inverser la tendance avec son écurie à Barcelone, c'est George Russell. Mercedes de retour dans le rythme, il faut le confirmer ce week-end parce que il paraissait quand même être encore un tout petit cran en dessous des Red Bull et des Ferrari. Il faut voir donc où il se situe par rapport aux deux écuries de pointe en ce début de saison et surtout si leurs problèmes sont bien éradiqués, parce que l'Espagne pourrait n'être qu'une exception. Honnêtement, on leur souhaite pas, c'est plutôt Monaco qui est le genre à être une exception. Mais pour un George Russell qui honnêtement monte en ce début de saison, il fait le plein de confiance, il y a clairement l'occasion d'aller faire un très bon résultat ce week-end à Monaco. George Russell, depuis ce début de saison, c'est le roi de la constance. Il est le seul à avoir terminé tous les Grands Prix dans les points en ce début d'année, 6 fois dans le top 5. Et si on suit la suite logique qu'il y a depuis le début de saison, il a terminé 4ème, 5ème, 3ème, 4ème, 5ème, 3ème. Donc il faudrait être dans le top 4 une fois de plus ce week-end. En tout cas pour George Russell, ça peut être un très bon endroit pour signer un bon résultat. Ensuite, on poursuit avec les 4 leaders du milieu de peloton en ce début de saison. On voit que 4 équipes semblent un petit peu se détacher dans un milieu de peloton extrêmement serré, mais qui distance par exemple notamment des AlphaTauri un peu plus en difficulté. On a vraiment Alpine, McLaren, Alfa Romeo et As qui peuvent afficher un très bon rythme en ce début de saison, selon bien sûr les circonstances, et qui semblent toutes avoir un pilote qui s'en sort beaucoup mieux en ce début de saison. On parle donc forcément d'Esteban Ocon, de Lando Norris, de Valtteri Bottas et de Kevin Magnussen. Pour eux, il faut continuer sur cette lancée, s'affirmer comme des leaders de leurs écuries respectives et porter celle-ci dans la lutte pour la 4ème place au championnat constructeur, qui est probablement le maximum que toutes ces écuries peuvent atteindre. En tout cas, ça va être hyper intéressant de voir la lutte du milieu de peloton ce week-end. On note côté français que Esteban Ocon a terminé dans les points sur 9 de ses 10 derniers Grands Prix. Et on note que l'autre voiture qu'on va énormément surveiller ce week-end, c'est l'Alfa Romeo, qui était la plus rapide dans la chicane lente de Barcelone. Ça ne veut pas dire grand chose, ça veut surtout dire a priori qu'ils avaient un réglage avec plus d'appui aérodynamique, mais ils sont capables de bien s'en sortir dans les virages lents, donc qui sait. Valtteri Bottas, en tout cas, sur chaque course qu'il a terminée en 2022, il a terminé dans le top 8. Il est sur un excellent début de saison, le Finlandais. Donc on va clairement le surveiller avec attention, là aussi, ce week-end. Et enfin, le dernier que je voulais nommer, j'aurais pu l'inclure avec les 4 précédents, mais il y a une physionomie un petit peu différente, c'est Yuki Tsunoda, puisque AlphaTauri est quand même plus en difficulté que les 4 écuries qu'on a mentionnées avant, où il y a quand même un endroit différent pour chacun, mais des motifs d'espoir pour AlphaTauri. C'est quand même difficile de voir où est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir.
Ça a été vraiment compliqué ce début de saison. En revanche, Tsunoda a été vraiment une bonne surprise du début d'année. Il est tout simplement devant Pierre Gasly au classement pilote, mais de manière constante. Il l'a battu en qualification et en course avec le dernier week-end à Barcelone. Il est clairement au-dessus du français en ce début de saison. Et franchement, pour le japonais qui avait eu un crash l'année dernière à Monaco, ça peut être une très très belle opportunité de montrer qu'il a grandi, qu'il a appris et qu'il n'est plus le pilote qui était très critiquable il y a maintenant un an de cela, qu'il est vraiment en train de s'affirmer comme un des bons pilotes de Formule 1. Clairement, pour Tsunoda, c'est une belle occasion et on sait que les jeunes souvent aiment bien briller à Monaco. Voilà pour ce sujet de la semaine, c'était à la fois l'occasion de faire un bilan sur ceux qui n'ont pas marché et ceux qui ont marché ce week-end et de voir en tout cas que Monaco peut clairement être un tournant dans la saison, peut vraiment bouleverser les dynamiques qui ont commencé à s'installer. C'est l'occasion pour certains de se lancer dans l'année 2022 et pour d'autres d'éviter de dévier une courbe qui est pour l'instant ascendante, de continuer sur sa bonne lancée et de vraiment se mettre en confiance. On sait que Monaco c'est un circuit où vous avez besoin d'être ultra confiant pour réussir. Donc clairement, si vous réussissez à Monaco, ça veut dire que normalement, vous êtes capable de réussir ailleurs. Voilà donc pour toutes les infos sur les pilotes et les écuries avant ce Grand Prix de Monaco. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous suivrez avec attention ce week-end. On voit plus généralement qu'il y a vraiment des enjeux à tous les niveaux. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Et tout d'abord, on parlait d'inverser la tendance à Monaco. Certains ont déjà commencé à vouloir le faire la semaine dernière à Barcelone. Je vous en parlais, énormément d'améliorations apportées. Et je voulais très rapidement revenir sur la situation de deux écuries. On voit vraiment une écurie Mercedes désormais hyper ambitieuse pour le reste de la saison, après un résultat qui a été bon à Barcelone, il faut le dire. Mais au point où James Wolfe, directeur de la stratégie chez Mercedes, disait « Maintenant, nous avons une voiture pour se battre pour le championnat ». On met quand même des objectifs très élevés, alors que d'un autre côté, on admet que le marsouinage n'est peut-être pas encore complètement éradiqué. Mercedes, en tout cas, ce qui est encourageant, c'est qu'ils pensent avoir trouvé la clé, avoir compris leur monoplace et désormais, ils vont pouvoir la développer. Parce que jusque-là, c'était vraiment l'idée de comprendre la monoplace, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, pour ensuite pouvoir améliorer. Et donc, attention à un rythme très effréné de développement qui pourrait arriver chez Mercedes dans les prochains mois. En tout cas, on est très optimiste. On faisait le point sur Mercedes avant le Grand Prix d'Espagne, il y a maintenant 2 semaines de cela. On voit en tout cas que cette épreuve a été passée et bien passée. Pour prendre le contre-pied et aller totalement à l'inverse, on avait dit aussi qu'on surveillerait Aston Martin qui devait apporter leur voiture B ce week-end à Barcelone. Ils l'ont bien apportée, elle a fait beaucoup parler, mais elle n'a pas fonctionné. Cette Aston Martin qui a un look très similaire à la Red Bull, qui ressemble énormément. La FIA a validé que le concept n'avait pas été copié, en tout cas, alors on a pu s'inspirer, mais on n'a pas volé les plans. D'après les informations qu'a la FIA, Aston Martin a été en mesure de prouver que ce concept était déjà en soufflerie dès novembre, qu'il s'était rendu compte à ce moment-là que le premier concept donc que nous on a vu en début de saison était déjà raté, mais qu'ils avaient lancé sa production donc trop tard pour le début de saison. Ils avaient donc prévu d'apporter cette nouvelle voiture en Espagne. Malgré tout, il y a un monsieur qui vient d'arriver chez Aston Martin en provenance de Red Bull. Il s'appelle Dan Fallows et il arrive de la direction de l'ingénierie de l'écurie autrichienne. Et s'il n'avait pas le droit de travailler déjà pour Aston Martin alors qu'on savait qu'il allait les rejoindre, il se pourrait, c'est totalement une hypothèse, mais qu'il ait laissé échapper quelques informations confidentielles dans son téléphone. En tout cas, Christian Horner a déclaré qu'une enquête interne allait être menée à Milton Keynes pour savoir d'où avait pu provenir une éventuelle fuite de données. Si elle a pu provenir de Fallows, ça pourrait causer des problèmes si c'était prouvé. Maintenant voilà, on se dirige quand même plutôt sur une situation qui va mener à un non-lieu. Il n'y aura pas a priori de conséquences ou de répercussions à cette copie, notamment parce que cette copie ne fonctionne pas du tout. Une autre écurie qui a apporté des améliorations le week-end dernier et qui a résolu son principal problème, c'est Ferrari. Ils n'ont plus un tel problème de dégradation des pneus comme ils l'avaient sur les premiers Grands Prix de cette saison. Ça allait beaucoup mieux pour Ferrari qui dominait avec Charles Leclerc le Grand Prix d'Espagne jusqu'à ce que... Le problème moteur, la fiabilité qui frappe Ferrari après avoir beaucoup frappé Red Bull en ce début de saison, ça leur fait lâcher la tête des deux championnats. En tout cas, on a identifié d'où vient le problème, c'est toujours une bonne chose.
Par contre, le résultat est assez inquiétant. Le MGU-H et le turbo ont lâché sur la monoplace du Monégasque et surtout, ils ne sont pas récupérables, ce qui veut dire que dès le 6e Grand Prix de la saison, on a perdu 2 éléments importants du moteur. Il va falloir faire avec ce qui reste maintenant, mais on peut déjà entrevoir des pénalités à venir dans la deuxième partie de saison pour Charles Leclerc. Enfin, il était temps, la F1 se penche sur le problème de regrouper les Grands Prix par région. On en a parlé de nombreuses fois dans ce format. Le calendrier de cette saison de Formule 1 est incohérent, avec des allers-retours d'un continent à un autre toutes les 3 semaines quasiment. Clairement, pour un sport qui a annoncé vouloir avoir une empreinte carbone neutre d'ici 2030 et réduire massivement les coûts, le modèle actuel n'est clairement pas viable. Il va falloir changer quelque chose. On espère que le calendrier va être complètement remanié, même si ça va changer nos habitudes ou quoi, c'est clairement quelque chose qu'il faut faire, regrouper donc les Grands Prix en Amérique entre eux, les Grands Prix au Moyen-Orient entre eux, en Asie et en Europe, pour éviter des situations telles que l'on vient d'avoir il y a quelques semaines, d'Imola à Miami pour revenir ensuite à Barcelone. C'est pas quelque chose qui peut continuer dans le calendrier de la F1, ça fait des années qu'on en parle, qu'il faut s'y mettre, qu'il faut changer cela. Et donc il semblerait qu'enfin la F1 se penche sur le problème au moment où les écuries rencontrent des difficultés financières. Parce que, comme d'habitude, dès qu'il y a un problème qui est relié à l'écologie, on va repousser à plus tard. L'objectif c'est 2030, donc on n'agira sûrement pas avant 2029. Mais bref, pour ce qui est en tout cas des coûts, quand on parle d'argent, là la F1 est beaucoup plus réactive. Christian Horner a fait une déclaration, comme à son habitude alarmiste, où il a grossi le trait, exagéré une situation, en disant que 7 des 10 écuries pourraient manquer les 4 derniers Grands Prix de la saison en raison de problèmes de budget. Alors là-dessus, l'idée c'est d'alerter sur le souci de l'inflation qui frappe le monde en général, l'économie mondiale, et de fait, les écuries de Formule 1 sont des entreprises et qui donc, comme toute autres entreprises, sont touchées par ce problème. Et donc forcément, on se penche sur la question de rehausser le plafond budgétaire. C'est-à-dire que cette année, on n'a pas le droit de dépenser plus de 140 millions de dollars par saison. Et donc certaines équipes poussent le fait de rehausser ce plafond, même si forcément d'autres y sont opposés. Eh bien oui, il y a des petits malins qui savent que eux, ils vont gérer avec moins de budget, qui ne seront de toute façon jamais aux 140 millions et qui se disent que de ne pas rehausser le budget, ça va pouvoir mettre les autres en difficulté. On parle notamment de Alpine, Haas, Alfa Romeo et Williams qui ont voté contre le rehaussement donc de ce plafond budgétaire. Affaire à suivre pour savoir si cela va évoluer, mais clairement dans ces écuries-là on rigole en disant que écoutez, s'il manque les derniers Grands Prix, c'est leur problème. Nous, on va prendre des victoires avec grand plaisir. En tout cas, on soulève ici le problème de l'impact de l'inflation sur la Formule 1 et le fait que ce plafond budgétaire est contesté cette année. On se doutait bien qu'il le serait à un moment ou à un autre, mais ici, il y a un problème qui forcément donne une sorte d'appui à ceux qui voudraient le rehausser. Là, il y a clairement une raison pour le faire. Et enfin, dernière info beaucoup plus légère, Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont essayés au doublage et pas de n'importe quoi puisqu'ils vont doubler Buzz l'éclair dans le nouveau film qui va sortir de chez Disney. C'est pas rien quand même, c'est le rôle principal. Charles Leclerc le doublera pour la version italienne et Carlos Sainz pour la version espagnole. Partenariat qui nous a fait sourire quand on l'a découvert. Ça va être rigolo et puis ça va être un bon prétexte pour réviser notre LV2 ou LV3 en regardant ce film en version étrangère. Voilà donc pour les news de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro spécial Monaco et après on se retrouve pour le programme de ce week-end. Aujourd'hui, on va parler de Grand Prix de Monaco et de l'image de la vidéo qui est utilisée pour le générique de cette rubrique. Les plus observateurs l'auront forcément reconnu, il s'agit d'Ayrton Senna au volant de la très célèbre McLaren MP4/4 de 1988, la voiture la plus dominatrice de l'histoire de la Formule 1 qui a remporté 15 des 16 Grands Prix de cette année 88. Et c'était la première saison d'Ayrton Senna chez McLaren. Il pilotait une fusée aux côtés quand même d'Alain Prost, pas n'importe qui. Cette année-là, on se retrouve donc avec un duel d'anthologie entre les deux pilotes. Mais le maître de Monaco va dominer largement la séance de qualification.
C'est un tour magistral, l'un des tours les plus célèbres de la F1 qui a été pondu ce jour-là par Ayrton Senna au volant donc de sa McLaren à Monaco. Le Brésilien écrase la concurrence, la première voiture non McLaren, donc le troisième, logiquement Gerhard Berger, est relégué à 2 secondes 6 de la pole position. Mais c'est pas qu'une question de McLaren, ce jour-là, Ayrton Senna met 1 seconde 4 à son coéquipier Alain Prost avec la même voiture. Il est littéralement en feu, Magic Senna. C'était un de ces moments où le Brésilien était absolument exceptionnel. C'est une séance de qualification magistrale. Mais pour ce qui est de la course, vous allez voir que ça va se passer un petit peu différemment. Je me base d'ailleurs pour raconter cette anecdote sur un thread qui a été réalisé par McLovin. N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter, vraiment excellente page de F1 qui raconte plein d'histoires hyper intéressantes. À chaque fois, on en apprend beaucoup sur l'histoire de la F1 et c'est trop cool. Alain Prost rate son départ et passe plus de 50 tours bloqué derrière Gerhard Berger au volant de sa Ferrari. Donc déjà qu'il y avait un gros écart de performance entre Prost et Senna. Si en plus on rajoute l'écart entre McLaren et Ferrari, ça aide pas. Et Senna fait une vraie démonstration, clairement. Il domine de la tête et des épaules ce Grand Prix de Monaco et a plus d'1 minute d'avance sur Alain Prost. Sauf que, au moment où Ron Dennis, patron de McLaren, intervient à la radio pour lui demander quand même de lever le pied. Ça va Ayrton, t'as 1 minute d'avance, ta course gagnée. On est à Monaco, c'est pas le moment de surconduire et d'aller jouer à l'imbécile. Sauf que dans ce genre de moment-là, ressurgit l'ego d'un pilote qui a débranché le cerveau, qui est absolument à fond et qui va choisir de ne pas écouter la consigne d'équipe, de continuer à pousser pour écraser Alain Prost. On est encore en début de championnat, hein, donc c'est le moment clairement de prendre un ascendant sur son rival. Et Ayrton Senna va continuer d'attaquer, mais va trop en faire jusqu'à taper le rail au portier. Énorme erreur de la part d'Ayrton Senna qui avait une course mais plus que gagnée. Il abandonne ce jour-là et c'est clairement une des histoires qu'on raconte lorsqu'on vous initie à la Formule 1. Ne jamais trop en faire, surtout à Monaco. Parfois, assurer, aussi difficile que ça puisse l'être, c'est souvent la bonne solution. Ayrton Senna a commis une très grosse erreur ce jour-là. Il le sait d'ailleurs et ça va faire partie de la légende de cette histoire. Il rentre chez lui à pied, casqué. Il ne prend pas la peine de repasser par le paddock, la zone des interviews ou quoi. Il rentre directement à son appartement. Il sait ce jour-là, Ayrton Senna, qu'il a fait une grosse erreur. Même s'il remportera en 1988 son premier championnat du monde, il sera cette année-là bien aidé par un barème particulier. Car il faut le dire, sur l'ensemble de la saison, si on prend toutes les courses en compte, Prost marque plus de points, notamment grâce à Monaco donc, mais il y avait un système particulier où l'on ne prenait que les 11 meilleurs résultats sur la saison, ce qui fait qu'Ayrton Senna remporte le championnat 88 avec 3 points d'avance sur Alain Prost, alors que sur l'ensemble de la saison, il en avait marqué 11 de moins que le français. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de ce week-end, et forcément c'est une spéciale Grand Prix de Monaco, vous l'avez forcément remarqué, les essais libres ne se déroulent plus le jeudi comme c'était la tradition. Donc essais libres ce vendredi, première séance à 14h, la seconde est à 17h. On se retrouve donc sur un déroulé normal de week-end avec des essais libres à 13h, qualification à 16h, mais à retrouver en direct sur cette chaîne YouTube à partir de 15h45. On va suivre la qualification la plus importante de la saison ensemble, clairement. Monaco, c'est la pole la plus importante de l'année. Le poleman a énormément de chances de remporter la course. Il faut faire la pole à Monaco et donc on suivra ça ensemble avec grande attention. Ce sera d'ailleurs important à tous les échelons. Et enfin, le Grand Prix ce dimanche à partir de 14h40 sur cette chaîne YouTube. Comme d'habitude, on va se régaler d'un week-end qui s'annonce passionnant. Comme d'habitude, à Monaco, ça va être extrêmement intense. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié donc des streams du week-end, des prochains et même des prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve donc forcément ce week-end pour suivre ensemble les qualifications et le Grand Prix de Monaco. Ça va être fantastique, vraiment hâte de vous y retrouver. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.